Je m'appelle Nicolas Doll et en partenariat avec Maristor, je vais vous présenter un travail sur l'architecture des plantes herbacées d'Auvergne. Merci. Merci. Ouais, bah, dis donc. Bon, bah, bonjour et merci à la Société botanique d'Occitanie de me permettre de présenter ce travail sur l'architecture des plantes herbacées d'Auvergne et qui effectivement a été fait en collaboration avec Maristor et avec qui j'ai la chance d'apprendre et bah, de collaborer sur plusieurs projets. Alors, Maristor a été enseignante-chercheuse à l'Université de Clermont-Ferrand, où elle a travaillé entre autres sur les méristèmes, sur la dormance des tubercules et sur les interactions au sein de la plante. Et vous verrez dans la suite de la présentation que tout ça a son importance. Alors, l'architecture arrive plus tardivement dans sa vie, après une rencontre avec Francis Allais. Et comme vous le savez sans doute, Francis Allais est à l'origine, avec Roelof Oldeman, de la modélisation des architectures des arbres tropicaux. Ils ont décrit avec des schémas très simples leur silhouette, c'est-à-dire l'organisation d'ensemble de leurs axes, autrement dit leur mode de ramification. Et ils les ont décrits en utilisant 3 critères principaux, c'est-à-dire la position de l'inflorescence, la position et le tropisme des axes, et la rythmicité de la croissance. Alors à ce jour, 24 modèles ont été décrits à partir des arbres tropicaux. 11 de ces modèles se retrouvent parmi la flore commune, on va dire, d'Auvergne, tout type biologique confondu. Et les plantes herbacées que nous avons observées se rattachent à 7 de ces modèles. Alors voilà, sur cette photo, on voit un lieu un peu caractéristique de nos observations. En arrière-plan, on y voit des arbres. Leur architecture est connue, elle a été décrite, on la retrouve dans Flora Gallica. Nous, on n'a pas traité les arbres ni les buissons. Avec Maristor, on s'est attaché à décrire l'architecture d'environ 190 plantes herbacées, dont une quarantaine de carex sur lesquelles elle a travaillé déjà depuis longtemps. Et ces herbacées, ce sont d'abord des hémicryptophytes et des géophytes, qui sont des vivaces. Donc, dans la prairie, on retrouve leurs feuilles et leurs pousses feuillées florifères, mais leur architecture, leurs bourgeons, sont soit souterrains, soit au ras du sol. Et puis, ce sont aussi les annuels et les bisannuels qu'on retrouve sur les zones écorchées, là où le sol est régulièrement mis à nu. Alors, après avoir décrit ces architectures, notre réflexion s'est portée sur les mécanismes adaptatifs de ces plantes au climat tempéré et à la vie souterraine ou au ras du sol. Alors, je vais vous présenter ce travail et je vais commencer par la description de ces 7 modèles, en commençant par ceux auxquels on rattache les vivaces. Alors, le premier des modèles, c'est le modèle de Chamberlain, auquel on a rattaché Epikeros pyrenaeus, cette apiacée des tourbières et des nardets. Alors, une petite parenthèse sur toutes ces descriptions de modèles. Donc, sur mes schémas, l'architecture est toujours très exagérée. Elle n'est pas du tout à l'échelle, évidemment, puisque ces architectures, dans la réalité, sont souvent naines. Et le schéma que vous voyez en haut à gauche, c'est toujours un schéma de Francis Allais qui représente un peu la norme de ce modèle. Alors, chez Epikeros pyrenaeus, la pousse feuillée florifère, que moi j'ai représentée en rouge, termine la partie végétative de l'axe marron de l'année dernière, et un seul bourgeon subapical prend le relais. Donc on a affaire à un sympode au port monocôle vertical non ramifié. C'est la définition du modèle de Chamberlain par Francis Allais. Second modèle, le modèle de Leeuwenberg, auquel on rattache Carex canescens. Son architecture est proche de la précédente, dans le sens où c'est un sympode aussi, par floraison terminale, mais cette fois-ci, on n'a pas un seul bourgeon sous-jacent qui démarre, mais plusieurs, souvent chez les Carex 3, ce qui confère à la plante un port en 3 dimensions. Alors ce modèle de Leeuwenberg, on l'a retrouvé chez de nombreuses espèces, et souvent sous des formes très différentes, ce que nous, on a nommé la plasticité. Par exemple, chez le Crocus vernus, les axes sont hypertrophiés radialement, les entrenœuds sont extrêmement courts, ça forme un type de bulbe qu'on nomme un corme, et ces architectures se dégradent dans le sol après 2 ou 3 ans.
À l'inverse, chez les Carex entouradons comme Carex espitosa, Carex elata, l'architecture ne se dégrade pas et forme le touradon. Chez Iris germanica, alors, des puissantes racines tractrices ramènent les axes à l'horizontale, ce qui confère à la plante un port rampant. Et ces axes ne fleurissent pas chaque année, si bien qu'on observe une succession de monopodes et de sympodes. Et chez le narcisse des poètes, cette succession de monopodes et de sympodes est extrêmement régulière, puisque chaque année, 2 bourgeons subapicaux se développent. L'un qui va fleurir l'année suivante, donc sur la photo, c'est celui qui est à droite en vert, avec sa pousse-feuille florifère en rouge au milieu. Et le second va faire un monopode avant de fleurir 2 ans plus tard, donc celui de gauche. Chez Ajuga reptans, donc on rattache aussi à ce modèle de Leeuwenberg, les axes latéraux sont composés de 2 parties. La partie proximale, plagiotrope à entre nœuds longs, c'est le stolon, et sa partie distale qui se redresse durant l'été forme un axe orthotrope à entre nœuds courts. C'est la rosette qui fleurira et se ramifiera l'année suivante. Et chez la pâquerette, ces stolons se ramifient plusieurs fois par an, ce qu'on peut interpréter comme une forme de rythmicité endogène au sein de cette plante. Donc vous voyez chez ce modèle de Leeuwenberg ce foisonnement de formes, donc cette plasticité. Et ce modèle, on l'a rattaché à de nombreuses plantes, puisque sur 150 vivaces qu'on a observées, Marie Storr l'a rattaché à 50 espèces, dont 16 carex. Et le modèle qu'on a observé le plus souvent, c'est le modèle de Tomlinson, que Maryse a reconnu chez 70 espèces, dont 27 carex. Par exemple, Carex panicea est exemplaire de ce modèle, c'est-à-dire que à ce modèle, on rattache les plantes à pousse-feuillet florifère terminal, et cette fois-ci à ramification non pas subapicale, mais basilaire, c'est-à-dire elle débute par-dessous la rosette. Et à nouveau, au sein de ce modèle de Tomlinson, on a repéré une forte plasticité parmi l'ensemble des espèces et au sein même des espèces. Enfin non, pardon. Voilà. Par exemple, chez les carex, Marie Storr et Robert Portal avaient déjà travaillé sur leur architecture pour le livre sur les carex d'Auvergne, que vous retrouverez au stand Digitalis. Et ils avaient déjà décrit certaines variantes, notamment des variantes à pousse-feuillet florifère terminal et associées à des pousse-feuillet florifères latérales, d'autres à pousse-feuillet florifère uniquement terminal, mais exprimant un rythme endogène, et d'autres qui sont plus touffus, voilà, dont je ne vais pas parler, mais qui sont toujours attachés au modèle de Tomlinson. Et chez les dicotylédones Tomlinson, comme par exemple la Tanésie, leur rhizome se ramifie le plus souvent en 5 axes basilaires. Et pour terminer sur ce modèle de Tomlinson, on y rattache aussi les droppers que forment parfois les plantes à bulbes, en plus de leur architecture principale, si bien que ces plantes expriment 2 modèles. Donc voilà, il y a donc un foisonnement également de formes parmi ce modèle de Tomlinson. Et il nous reste maintenant à décrire encore 2 modèles de vivaces sur lesquels je vais passer assez vite, parce qu'on les retrouve chez un très petit nombre d'espèces. Ce sont des modèles qui ont la particularité de représenter des plantes à croissance monopodiale, c'est-à-dire que le bourgeon terminal reste végétatif. Le premier, c'est le modèle de Bell, auquel on rattache la parisette, avec ses rhizomes monopodiaux horizontaux et ses inflorescences latérales et verticales. Et le second, c'est le modèle de Corner, auquel on rattache le plantain lancéolé, par exemple, et sont donc des monopodes à croissance verticale, non ramifiés et avec des inflorescences latérales. Alors, les annuels et les bisannuels, on en a observé une quarantaine d'espèces et on les a toutes plus ou moins rattachées au modèle récemment décrit de D'Acosta, qui regroupe des plantes à port épigé, à inflorescence terminale et à ramification continue et descendante. Et les rameaux latéraux sont d'autant plus longs et proches de l'horizontale qu'ils sont situés bas. Donc le kénopodalbum, c'est typique de ce modèle de D'Acosta. Et à nouveau, chez ce modèle de D'Acosta, on retrouve une plasticité importante au sein des espèces et dans les espèces elles-mêmes. Par exemple, le kénopodalbum sur sol pauvre, à gauche, là, eh bien, il va être tout petit et ses ramifications vont être rabougries. Cette réduction de la ramification, certaines plantes comme les érigérons introduits américains semblent l'avoir intégrée dans leur phénotype.
Le Medicago arabica, lui, va avoir un port prostré. Et chez le Portulaca oleracea, l'axe principal se recourbe à l'horizontale dès la germination. Les axes latéraux se replient vers l'arrière, si bien que la plante a un port rampant et qu'elle colonise le sol tout autour d'elle. Chez les annuelles à rosette, on a 2 phases de croissance. Une première phase de croissance de l'axe vertical à entre-nœuds courts, qui forme la rosette, suivie d'une phase de croissance des axes latéraux et de l'axe vertical à entre-nœuds longs et terminée par les inflorescences. Et enfin, les bisannuelles et les bisannuelles à rosette et certaines annuelles qui ne sont pas ramifiées sont du coup rattachées au modèle de Holtum qui regroupe les plantes sans ramification et à inflorescence terminale. Ça passe pas? Si, voilà, pardon. Alors, après ce panorama des modèles, que vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi dans le dernier Digitalis, qui est aussi au stand. Je fais un peu de pub. On constate donc qu'elles sont rattachées à 7 modèles sur les 24 décrits sur les arbres tropicaux par Francis Allais. Et 90% des plantes que nous avons observées se rattachent à 3 de ces modèles, Leeuwenberg et Tomlinson pour les vivaces et d'Acosta pour les annuelles, et qui ont comme point commun d'avoir une forte plasticité au sein des espèces qui y sont rattachées. Ah, là, il n'a pas aimé l'animation. Ah si, voilà. Et le fait que la plupart des espèces soient rattachées à un si petit nombre de modèles suggère que peu de modèles sont adaptés à ce mode de vie herbacé en milieu tempéré et aussi à la vie souterraine et au ras du sol. Et je vous propose qu'on explore un petit peu cette adaptation des plantes, en commençant par les plantes vivaces, rattachées donc aux modèles principaux de Leeuwenberg et Tomlinson. Donc, quels sont leurs points communs à ces plantes? Elles sont à croissance rythmique, à rythme annuel, synchronisé sur les saisons. L'extrémité de la pousse, de la partie végétative de l'axe est toujours redressée et d'une faible hauteur, résultant d'un empilement d'entre-nœuds très courts. Et la pousse feuillée florifère est terminale, elle est dressée et contrairement à la partie végétative, elle est à entre-nœuds plus ou moins allongés. Et enfin, elles ont toute une réserve de bourgeons quiescents. Donc ces propriétés constituent une forme d'adaptation à la vie sous climat tempéré tout en maintenant la nécessaire vie épigée pour la photosynthèse et la reproduction sexuée. Et ce qui nous a particulièrement frappé avec Maristor, c'est que ces propriétés ne constituent pas seulement ne résulte pas seulement de la nécessité du franchissement d'une mauvaise saison, froide ou sèche, mais elle résulte de liens beaucoup plus étroits qu'il n'y paraît avec les facteurs saisonniers et qui régulent 3 phénomènes que sont l'organogénèse, le grandissement et la floraison. Alors, pour détailler ça, je vous propose de suivre la croissance d'un axe depuis le début de l'édification de son méristème. Et plusieurs travaux ont montré... sont cohérents, on va dire, avec la description de 5 phases dans la croissance d'un axe chez les plantes de nos montagnes sous climat tempéré, c'est-à-dire un endroit où la photopériode et surtout la température sont prédominants pour la croissance. Alors, chez ces plantes-ci, d'abord, à la fin de l'hiver, le méristème se met en place et construit un axe végétatif dont l'extrémité est toujours redressée et à entre-nœuds courts, on l'a vu, donc que ce soit des plantes à stolons ou des plantes à bulbes, et est terminée par un bourgeon. Durant l'été, il ne se passe apparemment rien dans ce bourgeon quand on l'observe, et pourtant, c'est une phase fondamentale dans sa croissance parce que la photopériode décroissante et les températures chaudes de l'été induisent la future floraison et la future dormance. Et c'est fondamental parce qu'à l'automne aura lieu l'organogénèse florale induite par les chaleurs de l'été et un endormissement également a lieu. C'est-à-dire que les entre-nœuds ne s'allongent pas
et malgré les conditions de l'automne qui pourraient être tout à fait favorables à la croissance. Et durant l'hiver, le froid de l'hiver va faire passer ce méristème floral, enfin ce bourgeon floral, d'un état de profonde dormance à l'aptitude au grandissement. Et plus tard, pendant le printemps, la pousse feuillée florifère s'allongera. Alors vous voyez déjà que la durée de croissance d'un axe chez ces plantes qui fonctionnent comme ça dure d'environ 16 à 18 mois. Et le lien de leur croissance à la température est beaucoup plus étroit qu'il n'y paraît, parce que, bien entendu, les températures ont un effet immédiat, direct sur la croissance, mais elles ont également un effet différé, comme on l'a vu avec l'induction de la floraison et l'induction et la levée de la dormance. Et même plus que ça, c'est la succession de ces différentes températures qui est nécessaire à la croissance de ces axes, donc la succession des saisons. Donc le climat tempéré est nécessaire à la croissance de ces plantes. Concernant la plasticité que j'ai évoquée plusieurs fois, alors on peut la rattacher à une forme d'adaptation au climat tempéré, bien entendu, mais il est également important d'avoir à l'esprit que les corrélations internes, les interactions au sein de la plante sont fondamentales pour sa morphogénèse. Je ne vais pas le détailler davantage, mais de nombreux travaux montrent que ces corrélations internes sont fondamentales dans la morphogénèse et il faut le garder à l'esprit quand on parle de cette architecture. Cette plasticité, on peut également la mettre en relation avec le milieu. Par exemple, les carex qui structurent les hauts marais, comme Carex canescens, qu'on a vu tout à l'heure, sont souvent rattachés au modèle de Leeuwenberg, alors que ceux qui colonisent en nappe les bas marais, les eaux stagnantes, comme Carex vesicaria par exemple, sont plutôt rattachés à Tomlinson. De même, chez les dicotylédones à stolons, celles qui colonisent donc les sols par leurs stolons, elles sont plutôt rattachées à Leeuwenberg, alors que celles qui colonisent l'intérieur des sols par leurs rhizomes sont souvent rattachées à Tomlinson. Alors, concernant maintenant les espèces rattachées au modèle de d'Acosta, nous, on n'a observé que des annuels. Les bisannuels sont plutôt rattachés au modèle de Holtum. On ne va pas en parler davantage maintenant. Alors, comment s'élabore cette architecture? On l'a vu, ce sont des plantes à floraison terminale. Donc, le méristème terminal devient floral. Il perd ainsi son potentiel végétatif. Et par levée de dominance apicale, ça permet la croissance, enfin, le grandissement des bourgeons sous-jacents. Le même phénomène se reproduit sur chacun des axes et on obtient ainsi l'élaboration de cette architecture. Et quand tous les méristèmes ont exprimé leur potentiel floral, alors la plante n'a plus aucun méristème et son architecture est terminée. Et ces méristèmes terminaux, ils expriment leur potentiel, enfin, comment dire, ils passent d'un état floral à un état, enfin, d'un état végétatif à un état floral de manière très progressive et depuis le début de la croissance de l'axe. C'est-à-dire que la zone apicale axiale dans le méristème, donc qui est responsable de la partie florale, elle entre en compétition dès le début de la croissance de l'axe avec l'anneau initial qui lui construit la partie végétative, et si bien que ces plantes elles passent du végétatif au floral de manière très continue depuis le début de la croissance, et que nous, ça nous a souvent posé des problèmes d'interprétation, et que souvent on a été amené à les considérer comme des inflorescences. Donc pour nous, comment dire, l'interprétation de ce modèle d'Acosta n'est pas encore totalement terminée. Et pour finir, donc on a également mis en relation ce modèle de d'Acosta avec le milieu, et on a cherché quels pouvaient être les milieux primaires des plantes rattachées à ces modèles de d'Acosta dans nos régions tempérées, et les endroits où les sols sont régulièrement mis à nu et qui présentent un niveau de nutriments suffisant pour ces plantes sont les alluvions riveraines. Et cette hypothèse est en plus cohérente avec la forte plasticité qu'on a décrit au sein de ce modèle de d'Acosta, puisque ces milieux sont des milieux très composites. Et les humains,
avec l'agriculture et avec les milieux remaniés, recrée ces conditions favorables de croissance. Et donc, le modèle de Dacosta est très souvent en relation avec les activités humaines. Alors voilà, donc nos perspectives de travail à partir de maintenant, à partir de ces 7 modèles, on en a 2. La première, c'est de travailler avec Gabriel Martin en utilisant les données de Vigiflore sur les plantes, donc sur nos plantes d'Auvergne là, et de rechercher la répartition des modèles qui leur sont associés au niveau national et d'observer l'évolution de la répartition de ces modèles au cours du temps, ce que permettent donc les données Vigiflore. Et la deuxième perspective de travail, sur laquelle Maryse travaille déjà depuis plusieurs années, c'est la compréhension, l'étude des plantes qui ont l'architecture la plus nanifiée qui soit et qui sont les plus enfouies, c'est-à-dire les plantes à bulbes. Donc j'espère venir vous présenter ces 2 travaux prochainement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je salue Maryse. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation très claire et magnifiquement illustrée d'ailleurs. Hein. C'était d'autant plus important pour bien comprendre les concepts que tu as présentés. Alors, j'imagine qu'il y a des questions. Oui, donc très belle présentation hein, et un champ de recherche très prometteur. Je ne savais pas que ça existait. Alors, juste une remarque au sujet justement des géophytes. À un moment, tu as présenté en parallèle un glaïeul et un allium hein, à propos des cailleux. Alors, à mon avis, ils ne sont pas homologues parce que l'allium est sympodique. Et le bulbe de l'ail a une croissance sympodique. Et de mon point de vue, bon, j'ai été élevé avec la théorie des phytomères hein, par un mentor russe d'origine ukrainienne d'ailleurs. Donc dans la théorie des phytomères, les cailleux de l'ail sont tout à fait homologues du bulbe de remplacement, de l'écaille bulbaire de remplacement, sauf qu'ils sont issus de phytomères dormants. Bon, après, avec un hippopode plus ou moins long, bon, ça ne change pas grand-chose. Alors que le glaïeul est monopodique. Hein, et il est monopodique et il produit sur des bourgeons latéraux, parce que nous, on ne parle pas de bourgeons subterminaux, on parle que de bourgeons latéraux ou terminaux. Et il produit sur des bourgeons latéraux, donc des cailleux. Et de ce point de vue-là, à mon humble avis, le glaïeul se rattache typiquement à ton modèle de Dacosta. Voilà, bon, c'est juste une piste de recherche. Une réponse peut-être Non, mais merci beaucoup. Donc nous, de toute façon, ce qu'on voulait illustrer à ce moment-là, c'est surtout que, de toute façon, ça démarrait de la base. Donc c'est en ça où nous, on le rattachait au modèle de Tomlinson. Après, justement, là, ça va être typiquement la suite du travail que fait Maryse en ce moment, et elle suit toutes ces plantes. Alors, le rattacher au modèle de Dacosta... mais justement, ce modèle de Dacosta, il a été étudié donc, par Dacosta et, sur des plantes en Amérique du Sud. Et lui, il l'a décrit sur des plantes pérennes, mais que nous, on ne connaît pas. Donc, voilà. Alors que nous, on n'a observé que des annuels chez ce modèle de Dacosta. Pour moi, ce modèle de Dacosta, à un moment donné, il est terminé et je ne vois pas comment il peut aller plus loin. Mais, sauf justement s'il est monopodique. Donc, mais merci. Et peut-être on vous recontactera pour avoir plus de détails sur ça. Question suivante, là-haut. Olivier. Oui, vous avez mentionné que vous vouliez étudier la répartition des différents types de schémas que vous avez décrits. Est-ce que vous avez pensé à vous rapprocher des conservatoires botaniques? Parce qu'en termes de données de répartition et de qualité de ces données, je pense qu'on peut difficilement faire mieux au niveau national pour l'instant.
Alors, bon, Maryse, elle est en lien avec pas mal de monde, hein, évidemment. Le choix de travailler avec Vigiflor, c'est aussi parce que Vigiflor nous permet d'avoir une évolution, comment dire, l'évolution temporelle également de la répartition. Et donc nous, c'est ça qui nous intéresse également. Et on pense que le côté protocolé nous permet ça, en fait. Et voilà. C'est quelque chose auquel on croit. Mais après, on n'est pas du tout opposé à travailler avec des CBN, bien au contraire. Hein. Voilà, tout est possible. Oui, bonjour. Ça serait juste une petite remarque pour compléter et répondre un peu à Jean-Marc Tison et, enfin, sur cette question. Bon, moi, je travaille effectivement sur l'architecture des bulbes. Et pour montrer la puissance de ces analyses, il faut bien voir qu'en fait, quand on commence à regarder en détail ces ramifications, sympodiales, monomodiales, ce qui n'est pas évident, on retombe sur les phylogénies moléculaires actuelles. Par exemple, le cas des cils est vraiment très, très caractéristique. On avait le grand groupe des cils qui ont été explosés en Urginea, Cilia, Prospero. Eh bien, ça tombe exactement avec les différents types d'architecture, à savoir relais sympodial ou floraison latérale ou terminale, ce qui différencie les Prospero des Cilia. Donc cette architecture a vraiment un rôle, un intérêt en systématique, en évolution et également en écologie. Donc c'est très mal connu, mais en fait c'est sans doute aussi puissant comme analyse que certaines analyses moléculaires. Moi, je n'ai pas grand-chose à répondre à ce que tu dis, à part que le Prospero, pour l'instant, nous, on l'avait classé en modèle de corner, c'est-à-dire monopodial, comme le plantain nocéolé qu'on a vu tout à l'heure. Mais il semblerait qu'il y ait des études des fois divergentes. Donc pour l'instant, on est prudent. Une question, Laetitia, là-haut? Oui, juste pour finir, je vous laisse la parole après, excusez-moi. Parce qu'en fait, il faut bien avoir conscience que, effectivement, la position de l'inflorescence, c'est-à-dire est-ce qu'elle est terminale ou latérale, c'est fondamental pour la détermination du modèle. Et donc, on pourrait se dire, il suffit de savoir si elle est terminale ou latérale. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça à observer, et particulièrement chez des plantes qui sont toutes écrasées, rabougries. Enfin, voilà. Pardon, excusez-moi, du coup... Pas de souci, c'était plus une remarque. Très belle piste de recherche, comme le disait Jean-Marc. Effectivement, les CBN, on peut... également, et on est intéressé, enfin je parle au nom de certains collègues qui sont dans la salle, mais c'est des sujets qui nous intéressent. Et j'attendais la première diapo avec votre belle prairie et les différents modèles en synthèse, parce que je pense qu'il y a également dans la structuration des végétations quelque chose à voir. Alors ça peut être relevé de l'impressionnisme avec les différents modèles et les différentes couleurs, mais c'est vrai que c'est en termes de fonctionnalité de milieu, d'organisation, je pense qu'il y a vraiment des choses à tirer en termes d'écologie et un pan important sur l'interprétation de certains milieux. Oui, je vous remercie. Mais justement aussi avec Vigiflor, on va aussi pouvoir avoir accès à ces données à cette répartition des milieux au sein des communautés. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va chercher à faire, quoi. Là, et de leur évolution temporelle après. Mais ouais, on va explorer toutes les pistes. Une dernière question rapide. Bonjour Nicolas. Est-ce qu'il existe des plantes qui peuvent changer de modèle en fonction des contraintes écologiques ? En fonction des contraintes écologiques, comment dire, donc le modèle, c'est quelque chose de très théorique, hein, effectivement. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un axe monopodial et qui est abîmé, ça va te faire un sympode. Donc, localement, ça va être un modèle différent. Mais effectivement, là, ce que nous, on décrit, c'est quelque chose qui est visiblement lié au programme génétique. Et effectivement, il y a des travaux qui sont aujourd'hui très bien expliqués sur les arbres, en tout cas.
rapide, oui, c'est ça. Et qui montre qu'en fait, ils ont plusieurs phases dans leur croissance, et donc qui se rattachent à différents modèles. Ne serait-ce que tout simplement, une plante, un arbre, par exemple, les premières années, il va être monopodial, avant de devenir sympodial. Enfin, il va faire un monopode, quoi. Et de même, après, enfin, toutes ces plantes, c'est une succession de nœuds et d'entre-nœuds construits par les mêmes méristèmes, et à la fin, on arrive aux inflorescences, qui ont, elles aussi, des architectures différentes. Ce qui d'ailleurs est assez flou chez les annuelles, puisqu'elles passent en continu de l'une à l'autre. Donc, oui. Voilà, une réponse rapide. Oui. Merci beaucoup, Nicolas.